Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Rétro Info aujourd'hui, Rétro Info de la semaine, comme chaque samedi. Et donc pour en parler, nous avons avec nous ici Nazim Taleb, membre du secrétariat Rachad. Merci d'être avec nous Nazim. Merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir. Badis Khnissa va arriver dans un petit moment et Samir Bellatesh, malheureusement, il semble qu'il soit tombé en panne, donc voilà. Et Nazim, nous allons essayer de parler du mois. Je vais vous le dire avant de lancer des titres. De la menace du ministre de l'Intérieur et des services de sécurité contre des membres des services de sécurité qui s'expriment dans les réseaux sociaux, qui envoient, nous allons voir quelques images tout à l'heure, des photos de leurs armes pour s'identifier et rester anonymes en même temps, des cartes, des uniformes, etc., pour dire que nous sommes avec le peuple. Nous parlerons des élections locales, de la fraude massive annoncée, dans l'indifférence la plus totale. Nous parlerons aussi de ce commissaire de Souguer qui a été torturé, qui a été condamné pour avoir torturé un militant des droits de l'homme. Et si on a le temps, nous parlerons d'Yahya qui semble vouloir apaiser la situation après avoir mis le feu aux poudres et provoqué la flambée de l'euro, la panique dans la société. Donc maintenant, il est en train de dire non, ça se passe bien, l'État ne va pas s'effondrer, etc. Nous allons en parler et nous venons donc de recevoir Badis Khnissa. Merci d'être avec nous. Bonsoir Zoul, c'est moi qui vous remercie. Merci. Désolé pour ce léger retard. Président, co-fondateur à Club Émergent. Tout à fait. Et membre de Talaya Al-Hurriyat. Membre du comité central de Talaya Al-Hurriyat. Du comité central de Absolument. Alors, d'abord les titres. Le matin des aides, le certificat de vie du docteur Medvedev à Bouteflika par Habib Khalil. Algérie Focus. Élection locale, des candidats islamistes exclus pour appartenance au fils dissous par Massinissa Mansour. Algérie Part, Souguer. Un commissaire condamné par la justice après avoir maltraité un militant des droits de l'homme par Abdou Sammar. Nous allons commencer par voir quelques images de ces membres des services de sécurité qui défient le régime, qui sont en train de dire de façon claire qu'ils sont plutôt du côté de leur peuple contre ce régime qui considère qu'ils sont sans rempart. Même chez Hadren. Nous allons les voir tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, Nazim? Maintenant, ils étaient quelques dizaines au début, sur les réseaux, surtout Facebook. Maintenant, ils sont quasiment des centaines ou des milliers, nous dit-on, qui envoient des photos, nous allons voir tout à l'heure, de leurs armes. Enfin, ils s'identifient comme étant des membres de service de sécurité. Il y a même des gens qui ont envoyé des photos de passeports diplomatiques, des pompiers, des gens qui sont dans les appareils de l'État. Moi, ce qui m'a frappé, ce qui me frappe toujours, et ce qui me fait de la peine, c'est que quand je vais en Algérie et qu'il y a des barrages, ça embête les Algériens, c'est tout à fait normal. Vous avez des barrages dans les autoroutes, vous avez des barrages dans les routes nationales, départementales, etc. Des barrages dans les autoroutes? Des barrages dans les autoroutes. Barrages gendarmerie, police, douane. C'est-à-dire vous roulez dans l'autoroute et on vous oblige à vous arrêter. Vous roulez à 120. Eh ben. Je vais en venir au point que vous avez soulevé. Et je me dis, quel gâchis. Quel gâchis. Mettre ces gens-là à longueur de journée sous le soleil, en train d'arrêter cette voiture ou telle voiture, alors qu'on peut les mettre vraiment à contribution, c'est-à-dire vraiment développer tout ce qui est technologie, la surveillance, peut-être pas la télésurveillance, mais en tout cas protéger le citoyen réellement contre le hacking. On voit quand même que c'est des technologies très avancées, etc. Donc au lieu d'avoir des agents à forte valeur ajoutée qui ont vraiment une technologie en main, on fait des centaines, des dizaines de milliers comme ça dans la rue, sous le soleil, en train de faire des opérations de police dans les rues. Et ça me ramène à ce point. Parce que j'ai discuté, j'ai des amis aussi policiers, gendarmes, etc. Le gendarme ou le policier, il vit la même condition, la même situation de pauvreté que le citoyen lambda. Pourtant, ils sont bien payés. Ils sont bien payés, oui. Bon, un policier, il touche peut-être 38 000, 48 000 dinars.
Mais je peux vous jurer, M. Benchenouf, c'est quand vous allez... Moi, je suis allé avec mon père. On a acheté des dates, quelques trucs. On est passé chez l'épicier, c'est 5 000 dinars. En une demi-journée. On n'a pas acheté l'excessif. C'est-à-dire, on a acheté des dates... mais le tiers du SMIC. La salade, 200 dinars. Les dates, 600 dinars. Un truc de rien du tout, c'est au-dessus de 20. Les fruits, c'est même pas la peine. Les gens n'achètent plus de fruits. Je parlais avec le mec qui vendait des fruits et légumes. Les gens n'achètent plus de légumes. Donc, c'est des gens, et ça, c'est juste les besoins de la journée, sans parler du loyer, sans parler de l'électricité. Donc, ces gens-là souffrent comme tout le monde. Il ne faut pas créer deux classes de citoyens algériens, les policiers, l'apparatus sécuritaire et les citoyens. Avant tout, ils souffrent comme les citoyens. Mais eux, ils voient peut-être encore plus la corruption, les passe-droits, etc., plus que le citoyen. C'est-à-dire même s'ils sont bien payés, peut-être qu'ils pensent que leur pays est en train d'aller vers le mur. Même s'ils sont bien payés, sur les normes algériennes, c'est des pauvres. Parce que quelqu'un qui n'arrive pas à J+10, c'est-à-dire il reçoit aujourd'hui son salaire à 10, il est déjà à découvert. Pour moi, ce n'est pas quelqu'un qui est bien payé. 38 000, 48 000, même 50 000 dinars, ce n'est pas quelqu'un qui est bien payé. Le niveau de vie, il est vraiment en Algérie, les gens souffrent. Donc, le policier qui va s'exprimer, parce qu'il n'a pas un autre canal d'expression que le Facebook, que le Twitter, etc. De façon anonyme. Tout à fait, bien sûr, bien sûr. Non seulement si on est dans un état de droit, déjà il y a le droit de réserve, et si on est dans un état policier comme l'Algérie, il risque d'être muté ou voire même démis de ses fonctions. Donc c'est des gens qui forcément... Même plus. Pire, hein. Donc, bon, si c'est des dizaines de milliers, ça risque quand même de faire quelque chose de boule de neige. Mais il n'en demeure pas moins que c'est des gens qui expriment leur ras-le-bol, qui expriment la situation qui devient de plus en plus dure tous les jours. Et là, on va le voir peut-être avec votre dernier sujet sur la planche à billets, où l'inflation va être exponentielle. Donc, c'est des gens qui s'expriment et malheureusement, au lieu que M. Bedoui en prenne acte et dit effectivement cette expression par dizaines de milliers exprime un ras-le-bol général, il faut absolument trouver des solutions. Non, on revient à nos méthodes des années 60, 70. Voilà, on va les surveiller, on va les traquer, etc., etc. D'accord, vous allez les traquer. Vous allez traquer combien? 100, 1000, 2000, 3000, 4000? Mais le ras-le-bol sera toujours là. Et si c'est des gens qui ne vont pas s'exprimer pacifiquement sur des réseaux sociaux, sur leurs problématiques du jour, sur leurs problèmes familiaux, sur leur niveau de vie, sur le ras-le-bol, sur la bureaucratie, etc., ils vont l'exprimer comment, d'après vous? Violemment. Écoutez, je pense que, de mon point de vue, le contexte et les circonstances actuelles dictent cette attitude de M. Bedoui, notamment, en l'occurrence, à travers ses déclarations. N'oublions pas que le timing est bien choisi, que nous sommes à l'aube d'élections locales, face à un régime qui est en déclin, où chaque élection ou opération électorale est une épreuve non sans risque, rappelons-le. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, déjà que ce régime omet de dire que ce corps de sécurité et le peuple, constitue le peuple avant toute chose, c'est le peuple incarné. Et d'autre part... Il était censé être le rempart du régime. Vous savez que quelqu'un me l'avait dit il y a 2 ans, le corps de la police, par exemple, les jeunes qui veulent rentrer dans la police. On m'avait dit que la DGSN avait reçu, en l'espace de quelques années, 1 million de demandes d'emploi. Tout le monde veut rentrer dans la police. Parce que ça paye bien, parce que ça permet d'avoir un pistolet, ça permet de rouler des mécaniques, ça permet pas mal de passe-droits et tout. Et donc, en échange de ces passe-droits, de ces privilèges, le régime était, j'allais dire, en droit d'attendre de ces gens une totale soumission. C'est là où je veux en venir, c'est qu'au-delà du package proposé, notamment financier, pécunier, aujourd'hui, ça ne suffit plus. Parce qu'il faut recontextualiser les choses. On a en face de nous quoi? On a un régime, comme j'ai dit, qui est en déclin, mais qui est suspicieux. Aujourd'hui, plus que jamais. Aujourd'hui, d'ailleurs, il considère un peu le même principe que la 5e colonne, qu'a connu la France il fut un temps. Donc c'est quelque part en fait un levier qui se profile en intérieur dans le sérail, dans les rouages justement du régime, et notamment via son corps de sécurité, et qui va peut-être finalement être beaucoup plus conséquent que le peuple lui-même.
Parce que finalement, le corps de sécurité est un peu l'indicateur avant toute chose, parce que c'est des gens également, où je rejoins ce qui a été dit, où ils ont ce fameux sondage de terrain. Vraiment, ils ont un certain pragmatisme et une certaine projection du pays, ce qui devrait être si on continue dans cette lancée, dans cette crise politique. Et ils voient au même temps, parallèlement, que rien n'est fait, bien au contraire. Le régime œuvre sans compter ses efforts pour pouvoir pérenniser. Et Sofiane Gidali est avec nous depuis Alger. Merci Sofiane Gidali d'être avec nous. C'est toujours avec plaisir. Merci Sofiane Gidali, président de Gil Jadid. Nous parlions, Sofiane Gidali, de cette fameuse histoire des membres des services de sécurité, gendarmes, policiers, militaires, qui ont trouvé une nouvelle façon d'exprimer leur ras-le-bol eux aussi et de se ranger du côté de leur peuple, ce qui aurait dû être impossible en principe, puisqu'ils sont censés être le rempart du régime. Et donc, je ne sais pas si vous avez vu, ils envoient des photos de leurs casquettes, de leurs armes, de leur uniforme. Ils utilisent tous un seul slogan, « Daimen agabkum », toujours après vous. Qu'est-ce que vous en pensez, Sofiane Gidali? Eh bien, écoutez, c'est bien le signe qu'à l'intérieur du régime, il y a une forme de déliquescence. Ce sont des fonctionnaires des services de sécurité en général, mais ce sont aussi des citoyens. Ils vivent dans des quartiers populaires, ils partagent aussi les difficultés de leurs concitoyens, ils connaissent autour d'eux, dans leur famille, dans leurs proches, des problèmes assez graves dans le quotidien. Hein. Ils doivent faire face à la maladie, ils vont aux hôpitaux, ils doivent aller aussi emmener leurs enfants à l'école. Donc ils vivent, ils sont à l'intérieur de la population. Il ne faut pas considérer que c'est un corps étranger. Ils ne font pas partie de la nomenclatura qui habite Club des Pins ou les grandes villas des hauteurs d'Alger. Ils sont eux aussi plongés dans la masse et de ce fait, ils vivent les difficultés croissantes actuellement, l'inflation, les difficultés de transport, de toutes sortes. Donc à l'évidence, la perte des moyens financiers de l'État fait que leurs propres salaires deviennent relativement en décroissance, puisqu'il est grignoté au fur et à mesure par l'inflation, par les difficultés au quotidien. Et tout cela fait que ce sont des Algériens comme les autres qui sont fatigués de voir ce régime ne pas finir d'agoniser et qui les entraîne petit à petit dans des difficultés multiformes. Restez avec nous, M. Gilali, et nous abordons maintenant le point des élections locales, APC, municipales et APUI, et dans un climat de fraude massive annoncé et dans une indifférence quasi générale où on ne parle même plus de boycott, mais d'indifférence tout simplement. Les gens sont plus concernés. Je vais commencer par vous, Badis Khnissa, puisque votre formation participe à ces élections, alors qu'elle est en train de dénoncer d'une façon très vigoureuse et remarquable même, puisque le chargé de communication de votre parti est passé hier sur El Magharibia, il nous a fait un réquisitoire rare, où il a pointé du doigt quelques carences, quelques violations, quelques, j'allais dire, insuffisances, et vous y allez quand même. Écoutez, ça c'est une autre question que j'aborderai par la suite, si vous le permettez. Oui, effectivement, nous avons fait organiser le 11 octobre une conférence de presse justement dans ce sens-là pour étayer davantage avec des détails vraiment sans équivoque ces manquements inquiétants de ce régime, encore une fois, qui est face à une épreuve très dangereuse et très inquiétante pour lui parce que c'est, comme vous l'avez dit, il n'a pas de garantie. Hein, ce qu'il faut savoir, juste entre parenthèses, que ce régime aujourd'hui obéit à une autre dynamique de fraude qui est la fraude par la loi. C'est-à-dire qu'il a muté en matière de fraude pour la bonne et simple raison qu'il sait très bien que sur les élections locales, c'est une assise populaire. Et cette assise populaire, il ne l'a plus.
cette caution populaire qu'il essaye tant bien que mal de l'avoir à travers la HIS, à travers la nomination de son président et d'autres aspects. Maintenant, pour notre parti, effectivement, nous avons fait un réquisitoire, nous avons la chance d'avoir le directeur, le responsable du moins de cette opération électorale, qui est un ancien président de la Cour suprême, M. Azouz Nasri, qu'on ne présente plus, et qui donc était très à même, j'ai envie de vous dire... Il est d'une compétence rare. Hein, franchement, hier, moi j'étais époustouflé. Vraisemblablement, ça n'a pas suffi pour rendre éligibles nos listes de candidatures, M. Benchenouf. Oui, oui. À mon grand regret, et je pense au grand regret de notre parti. Il y a eu beaucoup de rejets des citoyens. De candidats. Écoutez, pour faire simple, vous savez, aujourd'hui, on a subi une espèce de guerre sans merci à l'encontre de notre parti, où on nous a bien évidemment rejeté quasiment 94% de listes. Tenez-vous bien. 94% Tenez-vous bien, monsieur Benchenouf. De listes ou de candidats? De listes. Vous savez que nous étions, dans notre stratégie approche des opérations électorales, nous étions sur 700 APC, plus de 700 APC, et 41 wilayas, APOI. Résultat des courses, ils nous ont bien sûr donné, je dis bien le mot parce que c'est ce qu'ils considèrent dans un régime autoritariste, finalement on nous a que 12 APC. Et vous êtes sûr que les listes ont été rejetées ou que c'est vous qui n'avez pas été en mesure de présenter? Non, j'y viens, M. Benchenouf. Justement, c'est pour ça que j'ai mis en exergue cette compétence que nous avions, qui est M. Azouz Nasri, où il a vraiment tenu une approche très réglementaire, mais qui n'a pas suffi. Juste à juste titre, vous savez que les opérations électorales ont été lancées avec 100 réglementations pendant 18 jours, sans cahier des charges. Vous l'imaginez, vous le concevez, M. Benchenouf? Aucun pays ne peut le concevoir dans un pays qui se dit du moins démocratique. Donc il y a de cela. Maintenant, pour les raisons de rejet, elles sont aussi fantaisistes les unes que les autres. Nous sommes considérés, M. Jamal Benchenouf, et j'aimerais que nos téléspectateurs et téléspectatrices le savent, nous sommes considérés comme un parti qui constitue un danger à l'ordre public. Pourquoi? Ils vous l'ont dit? Bien évidemment. Comment ils vous l'ont dit? Écoutez, à travers ne serait-ce que déjà la sémantique de ce régime, à travers les rejets, la manière des rejets. Je prends l'exemple de Blida, M. Benchenouf, très rapidement. Blida, ce n'est pas une histoire d'assises populaire, nous l'avions, nous jouissons de cette assise populaire. C'est pour ça d'ailleurs nous avons voulu la mettre en exergue pour les locales, pour avoir une dynamique de militantisme par la base. Mais le régime l'a très bien saisi. Attention, on est face à un régime qui ne laisse rien au hasard. Qui orchestre tout et qui planifie tout. C'est pour ça que je vous ai dit, la mutation est partie vers une fraude par la loi. Qu'est-ce que c'est la fraude par la loi? C'est de conjuguer les efforts de l'administration avec les efforts de la justice. C'est-à-dire, vous vous faites rejeter par l'administration, ou du moins l'organisme qui est censé... Et lorsqu'il y a recours, vous êtes débouté. Et c'est exactement ce qui est arrivé mécaniquement. Nazim, il n'y a pas que les listes de Talal El-Houriyat qui sont rejetées. Il semble que... ils soient en train de... Comment dire? Ils ne craignent plus les abus quels qu'ils soient. Il y a des candidatures d'islamistes, de gens qui ont appartenu au FIS, qui ont été rejetées sans explication, sans justification, juste parce que ce sont d'anciens militants du FIS, alors qu'ils se sont présentés sous d'autres couleurs, dans d'autres partis politiques, ou en tant qu'indépendants. Mais ils ont été systématiquement refusés. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sincèrement, vous l'avez très bien introduit tout à l'heure, c'est que ces élections n'intéressent personne. Donc, alors pourquoi les gens y vont? Non, attendez, ça c'est un point. Ouais. Donc toute cette mayonnaise qu'ils sont en train de faire par rapport à El-Houriyat qui sont sur 700, ils accèdent, ils valident 12, etc. Moi, autant je respectais la position de El-Houriyat pour ne pas participer aux législatives, je ne comprends pas pourquoi ils participent au local, vu que le régime n'a... Oui, mais le régime n'a toujours pas changé. La fraude, elle est massive, puisque vous le dites vous-même. Donc franchement, c'est encore donner de la caution à ce régime. Nazim, je m'excuse de vous interrompre. Il y a des gens, des formations politiques qui vous disent on n'a pas été aux législatives, mais on ira au communal et nous demanderons l'avis de Soufiane Gilali. Pourquoi? Parce que nous, les municipales, c'est le quotidien des gens. Et nous voulons contribuer à gérer le quotidien des gens, nous voulons être aux côtés des gens. Et les locales, ça va être aussi la base des futurs présidentielles. Attendez, les dés c'est pipé dès le début. Ce n'est pas la peine d'attendre le jour J.
Même si dans le jour J, on peut toujours faire. Tout à l'heure, avant l'émission, Derbel, il disait qu'il faut nettoyer les listes électorales. C'est quoi nettoyer? C'est-à-dire déjà commencer par ceux qui sont nés entre 1900 et 1920. Alors je ne sais pas si vous réalisez, mais on a une longévité. Des gens qui voilà, sont plus on que a une centenaires. longévité plus importante que les Japonais ou les Chinois dans certains où ils vivent 120 ans. Des gens ans. qui sont certainement décédés depuis 20 voilà, ans ou 30 ans. Donc 1900, c'est quelqu'un qui a déjà aujourd'hui 117 ans. Oui. C'est ça. Bon. Mais pardon, il y a Bedoui, le ministre de l'Intérieur, qui a reconnu qu'il y avait 1 million d'électeurs doublement inscrits. Oui, mais ils vont toujours l'être. Parce qu'il n'y a pas une volonté. Comme je vous ai dit, c'est organisé en amont. C'est-à-dire que Tala el-Hurriyat ou d'autres partis, ils auront ce que l'administration a décidé. Bon, l'administration, c'est un grand mot. On va dire le régime a décidé de leur donner. C'est tout simple. C'est pour ça que pour moi, les élections locales, pour moi, c'est un non-événement. Aujourd'hui, tout à l'heure, monsieur, il disait c'est un régime en déclin. Ce n'est pas un régime en déclin. C'est un régime qui est en train d'imploser. Donc tout ça, c'est de la figuration. Y participer, ça donne de la caution, mais c'est de la figuration. Ce régime est en train d'imploser. Local, législatif, présidentiel, les Algériens, ils ont compris que ce n'est pas les élections qui vont changer quoi que ce soit à leur quotidien. Sofiane Gilali, est-ce que votre formation y va? Non, absolument pas, puisqu'on l'a annoncé officiellement à l'issue du Conseil national. C'était le 16 septembre et on avait très clairement annoncé qu'on boycottait ces élections aussi. Le problème général est que c'est un pouvoir qui est en place avec un régime non seulement qui est illégitime, mais aussi qui n'a aucune intention d'évoluer dans sa démarche ni dans dans sa façon de réfléchir ou sa logique. Ils vont jusqu'au bout de leur propre logique et ils ne réfléchissent pas en fonction des intérêts du pays. Donc, participer, on considérait ça comme étant accepter de faire partie quelque part d'une opération pour essayer de donner une légitimité au système. Mais Sofiane Gilali, excusez-moi de vous interrompre. Alors, tout le monde est en train de dire que l'Ashkara fait fureur, que les listes sont presque en vente aux enchères publiques en plein souk, oui. Presque. Tout le monde est en train de dire, y compris au sein du régime, dont M. Derbel, le président de l'AIS, qui est en train de dire qu'il n'y a même pas de fichier électoral national. Il l'a dit comme ça, c'est dans toute la presse. Le ministre de l'Intérieur qui reconnaît qu'il y a eu au moins 1 million de doublement inscrits, qui reconnaissent qu'il y a des gens décédés qui sont inscrits. Et malgré tout ça, malgré la fraude annoncée, à côté d'une indifférence quasi généralisée, il y a des formations qui se disent de l'opposition et qui y vont quand même. Écoutez, je ne veux pas faire le procès à tous les partis politiques parce qu'au final, nous sommes le seul parti politique agréé qui ne va pas à ces élections, qui a boycotté autant les législatives que les locales. Moi, j'avais dit à des amis qui sont dans d'autres partis politiques, je leur ai dit, faites le simple calcul. Si vous voulez rentrer dans 1000 communes avec une moyenne de 20 élus ou de 20 postes à pourvoir sur la liste par commune, et si on doit considérer le nombre de signatures, ça fait très rapidement autour de 1,5 million de signatures. Pensez-vous que le pouvoir va permettre à des partis politiques de présenter 1,5 million de signatures authentifiées avec un déplacement des citoyens auprès des maires, etc., c'est la signature du pouvoir de sa fin. Donc il va utiliser toutes les ficelles habituelles et ça, il n'y a absolument aucune surprise. Il rejette les listes, il réclame à ce que les yeux fermés et sur place, vous lui ramenez au moins 10% d'échantillonnage de la liste qui vient de se mettre debout et au choix du magistrat, etc., etc. Donc c'est une impossibilité pratique d'avoir ces signatures. Restez avec nous, Sofiane Gilali. Un commissaire de police à Sougar voulait dire quelque chose, mais très rapidement. Parce que le sujet est clos. Je pense que je suis en déficit en temps de parole, mais c'est pas grave. D'accord. Non, mais juste, on pourra apporter quelques éléments de réponse. Je considère que l'opposition, c'est la conjugaison des efforts, de tous les efforts. Nous sommes nullement en fait en train de faire des procès des uns et des autres. Bien au contraire, nous devons justement créer une synergie. Maintenant, pour la participation de Tala el-Hurriyat,
Alors, il faut comprendre une chose, c'est que déjà, ça émane d'une décision collégiale, dans un dispositif démocratique, et je pense assez singulier dans les partis politiques en Algérie. Donc nous avons fait parler le comité central qui s'est réuni le 26 août et qui a décidé, à la majorité absolue, d'y aller. Donc déjà, il y a un respect de cette décision, pour laquelle moi, personnellement, j'ai voté contre, mais auquel aujourd'hui, bien évidemment, parce que c'est ma famille politique, pardon, je vais dans ce sens. Maintenant, pourquoi nous continuons? Tout bonnement parce que nous trouvons dans cette campagne électorale une espèce de caisse de résonance que nous n'avons pas en temps normal, M. Benchenouf. Rappelons-le, et vous le savez très bien, faire de l'opposition aujourd'hui est taxé justement de danger public. Vous imaginez. Donc, à travers les médias, nous pourrions justement amplifier, mettre en exergue ces défaillances et ces manquements. Mais il n'y a pas aussi le fait qu'au niveau local, les notables, généralement, les potentats locaux, qui acceptent très bien de boycotter des législatives, peut-être même des présidentielles, parce qu'ils ne sont pas directement concernés. Mais quand il est question de municipal, ça touche leur poche un peu, leurs privilèges. Donc si jamais vous leur dites de ne pas participer, ils pourraient migrer vers d'autres formations. Est-ce que ce ne serait pas plutôt ça qui vous a fait aller aux élections? Pas du tout, M. Benchenouf, je vais vous dire pourquoi. Parce que notre seule et unique feuille de route est l'intérêt du peuple. Donc nous avons vu... C'est la langue de bois, ça. Non, du tout. Je vais vous dire pourquoi. Nous avons vu, justement, en ces élections que c'est justement du militantisme, ce que je disais tout à l'heure, par la base. On a une assise populaire, M. Benchenouf. Pourquoi nous ne l'utilisons pas à bon escient, justement pour pouvoir commencer par la base? Et c'est pourquoi, ce qui explique aujourd'hui pourquoi ce régime innove, j'ai envie de vous dire, seulement dans cela, dans la fraude, mais pas dans le reste, pas dans les réformes. Il innove pour justement faire bloc, faire justement un rempart contre l'évolution de notre parti. Maintenant, le troisième point, pourquoi nous continuons, qui est peut-être à titre personnel. Pour certains détracteurs, M. Benchenouf, et certaines mauvaises langues qui nous ont taxés par le passé à tort et à travers, que nous étions un parti justement du système, du régime. Aujourd'hui, vous avez des preuves sans équivoque que nous sommes finalement un peuple du parti. Nous sommes un peuple justement dit d'opposition véritablement avec une feuille de route qui est pour le rayonnement de l'Algérie et pas plus. Très bien. Alors nous allons passer à l'histoire du commissaire de police de Souguer, près de Tiaret, qui a été condamné pour avoir maltraité un militant des droits de l'homme. Lui dit ne pas avoir été maltraité, mais avoir été torturé, au point où il s'est évanoui et évacué vers l'hôpital, au point où même le médecin qui lui a délivré le certificat médical, quand il a appris qu'il avait été maltraité ou torturé par la police, lui a reproché de ne pas lui avoir dit que c'était la police. Ça veut dire, si vous m'aviez dit que c'était la police, je ne vous aurais pas donné une incapacité de travail, temporaire de travail. Et donc, ce qui est étonnant, c'est que c'est la première fois qu'un commissaire de police est condamné pour acte de torture. C'est inédit. Alors la question est, est-ce que c'est une injonction politique? Parce que nous savons très bien qu'aucun juge en Algérie n'aurait pu se permettre de rendre un tel verdict sans en avoir reçu le feu vert. Nazim. Non, il faut se rappeler tout simplement qu'en juillet, je crois, ou en juin, l'Algérie comparaissait devant la haute autorité des droits de l'homme. Ça, c'était la première session. Et la deuxième session vient d'avoir lieu. Et la deuxième session, c'était... Session des Conseils des droits de l'homme de l'ONU. Voilà. Donc, ils ont eu un rapport très défavorable, oui. l'Algérie. Plusieurs recommandations venant de plusieurs pays, oui, qui ont pointé du doigt les dépassements en matière de droits de l'homme. Les dépassements, les lois sur les associations, les lois sur les partis politiques. La liberté de la presse, etc., tout a été quand même mis en revue par cette institution. Et donc, comme on le sait, l'Algérie réagit plus ou moins à ça. Et donc, on veut faire passer le message à l'international, comme quoi, pour la première fois, on décide de juger quelqu'un pour torture. Bon. Ça veut dire, vous nous condamnez à tort, regardez, nous, on condamne même les commissaires de police. Exactement. Donc ça, encore une fois, comme vous avez dit justement, c'est une décision plus politique à consommation externe qu'à consommation interne. Parce que les militants des droits de l'homme, on sait très bien que les cas de torture, de maltraitance se font tous les jours. Hier, il y a eu Waqfa Ihtijajiya, Ben Naoum, Yassine, Khaldi, etc., où ils ont été tabassés. Ça, les cas de torture sont fréquents en Algérie et personne n'est condamné. Non, mais il y a une différence entre de la brutalité policière lors d'une manifestation et la torture dans les locaux de la police, quelqu'un qui a été
pendus à des escaliers, enfin menottés, enchaînés, frappés violemment. Alors, après, on va peut-être diverger sur la définition de ce que c'est la torture. Oui. Bon. Mais en tout cas, moi, je parle de la maltraitance. D'accord. Melt, il a bien été maltraité à l'intérieur. Est-ce que c'est considéré comme de la torture ou de la maltraitance? Oui. Donc après, on peut toujours juger. Il n'en demeure pas moins que la maltraitance par les forces de l'ordre est interdite. Donc ça, c'est dans le manuel de chaque policier. Quand il rentre, il n'a pas le droit de... etc. etc. Donc la définition, on peut diverger dessus, mais il n'en demeure pas moins que ces gens-là subissent constamment la violence policière. Et ce n'est pas forcément maintenant dans les commissariats. Maintenant, on embarque les gens dans les fourgons, ils sont tabassés dans les fourgons et ils arrivent au commissariat, on leur offre la tasse de café. Et ça arrive souvent. Sofiane Djilali. Écoutez, pour cette affaire en particulier, j'ai eu à en parler assez longuement avec Saleh Debbouz, qui était avocat et qui passe fréquemment chez vous, et qui m'a fait à peu près la même analyse que vient de faire Nazim, que je salue au passage avec le représentant de Talal Al-Hurriyat également. Voilà, pour lui, c'était la crainte que la presse s'empare de l'affaire et que surtout, il y ait un écho à l'international. Et je pense que l'avocat, Saleh Debbouz, puisqu'il était en charge de l'affaire, avait agité cette possibilité. Donc je pense que pour ce cas particulier, le maître Debbouz serait mieux à même d'en parler. Mais globalement, il n'y a pas de doute que nous sommes dans un régime oppressif et policier. On a vu l'incroyable renforcement des forces de sécurité, en particulier de la police, depuis ces dernières années, et qui se sont préparés physiquement et matériellement à faire face à tout mouvement populaire, en commençant par la répression des individus, tant qu'ils n'ont pas encore ne se sont pas coalisés en groupe plus fort. Mais Soufiane Djilali, à ma connaissance, à la connaissance de beaucoup de gens, sauf erreur de ma part, c'est un précédent. On ne connaît pas de cas de commissaire, de sécuritaire de ce rang qui a été condamné pour torture. Est-ce que ça ne risque pas d'ouvrir la boîte de Pandore, d'encourager tous les gens qui ont été torturés à venir porter plainte, tous en même temps, quasiment? De toute façon, je pense que c'était une condamnation de première instance et donc il y aura très probablement un appel et on verra la suite. Est-ce que le régime peut se permettre d'ouvrir cette faille parce que, à l'évidence, c'est une façon de confirmer qu'il y a de la torture et que beaucoup de gens vont réagir et la crainte, la peur à l'intérieur même des forces de l'ordre va commencer à agir. Mettez-vous à la place de ces policiers qui peuvent se voir du jour au lendemain accusés d'avoir maltraité. Le commissaire a dit en pleine audience, j'ai été trahi. Il a dit ça. Il a dit j'ai été trahi. Et ben voilà. Donc après le verdict, quand il a appris le verdict, il a crié j'ai été trahi. Et ben voilà. Donc tout cela va entraîner encore un affaiblissement de l'intérieur du régime. Parce que le régime lui-même vit des contradictions internes, il vit une pression internationale importante et surtout la peur de mouvements populaires. Maintenant que le pétrole n'est plus une source de redistribution suffisante et que la rente est en train de s'assécher, il va être de plus en plus difficile pour le régime de se maintenir. Badis Khnissa. Écoutez, j'invite à la prudence sur cette affaire et notamment par rapport à cette condamnation singulière que vous l'avez bien rappelé. Rappelons-le aussi que ce régime en face est consciencieux et très bien organisé. Je ne peux m'empêcher, par voie de conséquent, de faire un parallèle avec le timing qui est bien choisi. Rappelons-le que cette affaire date du mois de mai. Elle ressurgit aujourd'hui comme par miracle et qui plus est surmédiatisée. Pour bien évidemment une finalité connue. Et elle a coïncidé avec le Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Aussi. Et les recommandations émises contre l'Algérie en matière de droits de l'homme. Alors on peut en déduire deux facteurs qui peuvent expliquer cet agissement. Ce régime aujourd'hui exerce à l'aube d'une opération électorale stratégique
hein, la base populaire, cette caution populaire qu'il n'a pas et qu'il daigne d'avoir tant bien que mal. Donc essaye, si vous voulez, d'exercer ce que je qualifie d'humanisme circonstanciel. C'est-à-dire que voilà, il est à même de comprendre un peu les difficultés, les souffrances des gens qui souffrent justement, qui sentent justement leurs droits fondamentaux sont bafoués. Et d'autre part aussi parce que à l'aube d'une opération électorale, ils sont épiés par l'opinion internationale. Ils sont dans une situation critique dans laquelle ils ont besoin de rassurer, de donner un message de confort, positif. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, ils décident, à ce moment bien donné, de ébruiter cette affaire. Donc pour vous, le juge n'a pas rendu un verdict, il a reçu une injonction politique. Mais monsieur Benchenouf, je ne vous apprends rien. Évidemment. La justice n'est pas indépendante dans Je notre voulais pays. vous l'entendre dire. Et c'est une évidence pour tout citoyen algérien qui vit au quotidien en Algérie. Alors, nous allons parler d'un sujet de la réception de Medvedev. Je vous demanderai d'être assez bref. Pourquoi? Pour que nous puissions avoir le temps de traiter de l'affaire de Ouiahia qui semble vouloir apaiser la situation après avoir mis la panique dans la cambuse. Nazim Taleb, le Medvedev est arrivé, donc il a été reçu par Bouteflika, qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Il y a deux images qui ont circulé à la télé. Il y a des images où on a vu Bouteflika dans un sale état, avec un Medvedev halluciné qui regardait comme ça les yeux ronds. On dirait qu'il découvrait l'état de santé de Bouteflika. Même son interprète. Même son interprète. Les gens étaient la bouche ouverte, réellement. Et puis, à la télé algérienne, ils ont passé à plusieurs reprises des images d'un Bouteflika qui reçoit Medvedev il y a 4 ans. 4 ans. Ils l'ont même montré debout avec lui, en train de parler et tout. Et donc, c'est comme si c'était une signature. Ça veut dire qu'ils ont reconnu que la situation de M. Bouteflika est réellement très alarmante et qu'ils mettent du plâtre un peu partout. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise par rapport à ça? Je veux dire, les images sont parlantes. C'est un état de déliquescence, c'est limite, franchement, si nous qui aimons notre pays, voilà, ça fait mal au cœur, sincèrement, ça fait mal au cœur. Et en plus, on ose montrer des images qui datent d'il y a 4 ans ou 5 ans, montrer au peuple un autre président que ce qu'ils ont aujourd'hui. Après, je ne suis pas en train de critiquer le président, parce que c'est son état de santé, mais à un moment donné, à un moment donné, il donne, je veux dire, il rend les clés, et il va se reposer. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, mais c'est le cas, l'opinion publique algérienne, elle en a marre. Elle ne veut même plus en parler, elle ne veut même plus en entendre parler. Oui, mais parce qu'encore une fois, c'est comme le vote, c'est comme autre chose. Les gens en ont marre, ils y croient plus. Ils y croient plus. Moi, quand je vais au bled, c'est ça. Les gens sont dans... C'est pire qu'avant, c'est-à-dire on est dans un attentisme. Ils savent que le pire va arriver. Donc Bouteflika qui reçoit Medvedev ou qui reçoit une autre personnalité, ils connaissent l'état de santé de leur président. Et ce n'est pas le NTV qu'ils vont croire pour croire que le président il est toujours debout et qu'il est en train de parler, etc. C'est comme par exemple le titre Bouteflika Yunaqish Qanoun al-Maliya. Yunaqish. Ça veut dire qu'il discute, ça veut dire que le mec, il a... par respect, le président, Fakhamatouhou, il a déjà analysé le projet de loi. Et là, il est en train de le discuter. Ouais. Et on se demande pourquoi il ne nous parle pas à nous, alors. Voilà. Et malheureusement, on voit son état de santé. Il n'est pas capable de lire quoi que ce soit et encore moins de discuter. Donc c'est ça, malheureusement, ce que vit l'Algérie. Et c'est un état de déliquescence et d'implosion complètement flagrant. Sofiane Gilali. Que voulez-vous dire de plus? Voilà. Je pense que les gens qui présentent de cette façon le président aux étrangers en particulier, à quelques-uns d'entre eux en tout cas, je pense que c'est complètement indigne et odieux. C'est l'utilisation d'un homme grabataire qui n'a plus conscience de ce qui se passe, ou du moins largement. Je pense que même s'il est complice quelque part avec cette situation, parce qu'il l'a voulu, il s'est impliqué, mais ça reste quand même indigne pour un pays comme l'Algérie d'avoir un président dans cet état à présenter aux gens. Badis Khnissa, j'aimerais, pendant que vous parliez, les images que nous venons de voir quand j'ai parlé réapparaissent. C'est ces images qu'ils ont montrées à la télé, où on nous montre Bouteflika en train de recevoir Medvedev. Voilà, on les voit maintenant, hein.
il est debout à côté de lui, il lui parle, il est en bonne santé, voilà, il est là. Ces images en 4 ans. Et il nous les repasse. Et là, voilà, il est debout. Ben ça. Comme on dit, donc, non, ils n'ont plus de limite. Hein, plus de limite. Non, mais ce qui renvoie un peu sur cette politique factice, artificielle qu'emploie ce régime, à tort ou à raison, mais plutôt à tort contre le peuple finalement, parce que de qui nous parlons aujourd'hui? Du peuple algérien qui finalement est une forme supplémentaire qui vient s'ajouter à ce mépris qu'il a vers ce peuple. Mais en ce qui concerne la visite de Medvedev, bien évidemment, nous sommes des fans de l'ex-URSS, nous sommes encore dans le temps de l'ère Brejnev, que ce soit dans les résultats, que ce soit aussi dans la démarche, la reprise d'images qui date de plusieurs années. Mais encore une fois, on est dans de l'artificiel, dans du superficiel. Moi, je vais vous dire une chose très rapidement. En regardant ces images, et récemment avec d'autres visites, c'est un régime qui, finalement, donne beaucoup plus de valorisation, d'importance à avoir un cautionnement international qu'un cautionnement populaire. Moi, j'aimerais tant, vous voyez, M. Benchenouf, aujourd'hui en 2017, en ma qualité de citoyen algérien, j'aimerais bien que mon président adresse la parole aux 40 millions d'Algériens. C'est pourquoi j'ai, juste à titre d'exemple, j'ai lancé en fait une campagne sur Internet, sur les réseaux sociaux, hashtag parle au peuple, Khatib Sha'bak. Il y en a assez, il y en a justement marre de voir ce type attendre. Écoutez, moi, je vous le dis, hein. En tout cas, je suis à plus de 48 000 lectures et que l'article se diffuse très rapidement. Maintenant, oui, mais il ne faut pas demander l'impossible non plus. Écoutez, qui tente rien n'a rien, comme on dit. Et comme on dit, quand il y a c'est une bonne initiative. Hein. C'est comme ça qu'on ébrèche un petit peu ce gouvernement. Mais même si vous arrivez à 40 000 lectures, c'est qu'il est dans l'incapacité de le faire. Il est dans l'incapacité de le faire. Son état de santé n'est pas perspicace et tenace. Et je considère que quand il n'y a plus d'espoir, la lutte reste toujours un espoir. Et puis les miracles sont toujours possibles. Qui bien sait, sûr, hein. Bien sûr. Alors, il vous reste à peu près 2 minutes chacun pour parler de la tentative de Yahya qui revient maintenant. Il dit non, l'État ne va pas s'effondrer. Nous allons revenir à la normale dans 1 an et demi et sortir de la crise dans 3 ans. Il n'y aura pas d'inflation, même si nous recourons à la planche à billets. Et nous allons pouvoir relancer. C'est là que je n'ai pas compris. Nous allons pouvoir relancer tous les projets, ou presque, qui ont été gelés. Il va les relancer avec du dinar. Donc, 3 minutes chacun à peu près. Je reviens à moi un cas pratique. C'est quand je vois les cafés en Algérie, j'ai rien contre ceux qui prennent des cafés, mais quand vous voyez des cafés pleins du matin au soir, c'est que c'est un peuple qui ne travaille pas. C'est pas qu'ils ne veulent pas travailler, c'est qu'il n'y a pas de travail. Donc là, croire qu'en imprimant de l'argent et en ayant une économie complètement orientée pétrole et gaz, et on sait depuis 2008 que la production elle est en berne, donc il ne faut pas s'attendre à des miracles. Yahya, comme il l'a fait depuis 1995, il est en train de mentir au peuple algérien. L'Algérie, et je vais vous le dire, et ça me fait mal au cœur, va traverser des moments très difficiles, très très difficiles. On est en retard sur tous les domaines, on a une économie très peu diversifié. 98% de nos exportations restent du pétrole et du gaz. Il parle de 94, 95, c'est faux. C'est 98, 99 parce que les 4%, c'est ce qu'on appelle des produits de raffinerie, c'est-à-dire de l'huile, de pétrole, etc. etc. Des minerais, voilà, exactement. Le reste, c'est 200 millions de produits alimentaires, principalement des dattes. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14h. L'Algérie va traverser des moments très difficiles. Yahya, il a beau dire ce qu'il veut. C'est du mensonge que de dire je vais faire fonctionner la planche à billets, qu'il n'y a pas d'inflation. Le calcul est simple. Quand vous passez de 1000 dinars à 2000 dinars pour acheter un produit, puisqu'on importe tout, forcément, il y aura de l'inflation. Forcément. Donc, Yahya, on est habitué, c'est quelqu'un qui ment, qui le fait avec une autre puissance qui est invraisemblable. Blahchouma, il le fait, mais je vais vous dire, malheureusement, l'Algérie, telle qu'elle a été managée depuis, en tout cas, l'ère Bouteflika, depuis 1999, où on a raté vraiment le coche avec tous les milliards qu'on a engrangés, malheureusement, on se dirige droit vers le mur. Sofiane Djilali. Écoutez, je confirme tout à fait les propos qui viennent d'être avancés. Je pense que M. Yahya a un petit problème de conjugaison parce que c'est pas qu'on aura l'inflation, mais l'inflation est déjà là. Je rappelle que le dinar au taux officiel a déjà perdu
au moins 20% de sa valeur ces derniers mois. Il est actuellement, il s'échange autour de 135 dinars alors qu'il était à peine à 100 dinars il y a quelques mois. Au taux parallèle, tout le monde sait que la barre des 200 a été très largement dépassée et franchie et il ne sera pas étonnant d'avoir un euro autour de 220 d'ici 2 ou 3 mois. Donc voilà, l'inflation est déjà là installée. Il s'agit juste de faire un petit tour au marché pour savoir que la tomate, la salade ou les courgettes se négocient largement au-dessus de 200 dinars. Et je me pose toujours la question, comment un simple employé qui touche 30 000 ou 35 000 dinars et qui doit nourrir sa famille, comment fait-il pour payer son électricité, son loyer et nourrir convenablement ses enfants? Donc nous sommes déjà en pleine crise. C'est le début. Nous avions posé le pied sur le début du toboggan et la chute va être sans le filet malheureusement. Et des pans entiers de la population vont se retrouver sans emploi, dans des difficultés extrêmes. Et le malheur, c'est que ce pouvoir, après nous avoir menés vers cette crise, après avoir créé la faillite, il ne veut anticiper en rien sur comment amortir la chute et comment redémarrer. Merci, Soufiane Djilali. Badis Khnissa. Écoutez, ce pouvoir souffre fatalement de la politique d'ambivalence et de syndrome du balancier, donc une ambivalence caractérisée, où il a besoin de rassurer à travers bien évidemment des mensonges grossiers, aujourd'hui plus que jamais parce que les Algériens ne sont pas dupes. Vous et moi, nous savons pertinemment qu'aujourd'hui l'inflation, elle est là depuis quelques années déjà. La crise économique, elle l'est et elle restera tant que rien n'est fait justement dans ce sens, qu'il n'y a pas eu finalement de réformes structurelles pour aller dans le sens de la diversification. Donc on sait très bien qu'on est en mode inertie totale. Maintenant, moi j'ai envie de vous dire qu'au-delà de ces déclarations qui pour moi sont d'un irrespect incommensurable et invraisemblable, aujourd'hui illustre clairement qu'on est face à un pouvoir qui finalement a jeté l'éponge depuis quelques temps déjà, mais qui continue, qui daigne encore dans cette stratégie factice de vouloir sauver les meubles, de se donner un peu un bilan peu réluisant mais un peu positif sur quelques aspects. Mais encore une fois, il suffit de faire la cartographie de l'économie algérienne pour savoir qu'on est loin, mais très très loin de ce qui nous annonce, d'une part, et d'autre part que, à défaut de ne pas pouvoir, parce que finalement la crise elle est là, la crise elle est politique, M. Benchenouf, elle n'est pas économique. Donc à défaut de ne pas pouvoir résoudre et trouver une issue convenable à cette crise politique, on essaye de créer des chimères et des utopies que nous savons très bien ne le seront jamais atteintes parce que finalement, depuis 18 années, nous attendons ces fameuses réformes. Expliquez-moi quelque chose. Ouihia nous a dit, il a dit devant les députés, les sénateurs, que s'il ne recourait pas à cette méthode de financement non conventionnel, il n'y aurait pas de quoi payer, y compris les députés et les sénateurs pour le mois de novembre. Or, que le ministre des Finances, si je ne me trompe, vient de déclarer il y a 2 jours que l'Algérie ne recourra à ce genre de financement, donc à la planche à billets, qu'en dernier recours. Alors, il y a quelque chose qui cloche. Le chef du gouvernement qui dit, si on ne recourt pas à cette méthode, il n'y a pas de quoi payer novembre. Et le ministre des Finances qui dit non, on va y recourir, mais c'est en dernier recours. Monsieur Benchenouf, ça s'explique très simplement. Oui, comment ? Ce pouvoir n'obéit pas à des perspectives, à des études approfondies, économiques, et entre autres, même voir ce qui se passe, ce qui réussit dans le monde, et notamment comme la Norvège, qui est un pays rentier, mais qui a démontré qu'il a en fait un fonds souverain de plusieurs milliards, 1000 milliards de mémoire. Non, que nini. En fait, ce régime se campe sur sa position qui est de ce paradoxe accru, caractérisé, et qui essaye tant bien que mal d'expliquer l'inexplicable. Maintenant, encore une fois, quand votre feuille de route obéit à des injonctions plus qu'à des prospectives ou des veilles stratégiques économiques, bien évidemment, au bout d'un moment, quand vous faites le bilan, vous trouvez que vous êtes aux antipodes entre les déclarations des uns et des autres. Badis Khnissa, merci. Nazim Taleb, merci. Soufiane Djilali, merci. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Bqa ala khair, bislama.